and people had said that metal guitar players were no comparison to the classical violinists in the past, and I said I disagree, and somebody challenged me. So I went down and played with the San Diego Symphony, did some Vivaldi, some Bach, and some Wagner, and I told them when I left, do not use my music, and of course they used it. Their biggest song, Enter Sandman, go. Look up the band XL right now. Look up their song. Pretty similar. In 1991, Meat Death joined the biggest metal tour ever. But Dave Mustaine nearly destroyed it with his demands. He wanted headliner treatment even when Slayer drew bigger crowds. He fought over who played last, who got more stage time, even who got more merchandise space. Sound checks became battles. But his strangest demands happened backstage. Crew members whispered about rituals and requirements that went beyond normal rock star behavior. Some demands were so bizarre that venues threatened to cancel shows. The truth about what Dave really wanted backstage has been hidden for decades. Dave Mustaine was born on September 13, 1961, in La Mesa, California. His father, John Mustaine, once had a good job at Bank of America. He later worked for NCR Corporation, but everything changed when the company moved from mechanical to electrical systems. John lost his job, and their stable life quickly fell apart. He started working in bars, running cash registers. The sharp fall from bank manager to bar worker crushed him. He began drinking heavily, and things at home got worse. Dave was the youngest child. His sisters Michelle, Suzanne, and Debbie were much older. He felt more like a stranger than a brother. As the drinking grew worse, the family lost what little money they had left. The pain of poverty and his father's anger was what Dave knew growing up. By 1965, when Dave was just 4, the violence became unbearable. His mother, Emily, filed for divorce to protect her children, but that didn't stop the danger. John kept finding them. Fordegans dit ça rien que les guitaristes de métal n'étaient rien comparés aux violonistes classiques du passé. Et j'ai dit que je n'étais pas d'accord et quelqu'un m'a défié. Alors, je suis allé jouer avec l'Orchestre symphonique de San Diego. J'ai joué du Vivaldi, du Bach et du Wagner, et je leur ai dit en partant de ne pas utiliser ma musique. Et bien sûr, ils l'ont utilisée. Leur plus grande chanson, Enter Sandman, allez voir le groupe XL en ce moment. Écoutez leur chanson. Assez similaire. En 1991, Meat Death a rejoint la plus grande tournée de métal de tous les temps, mais Dave Mustaine a failli la détruire avec ses exigences. Il voulait un traitement de tête d'affiche, même lorsque Slayer attirait plus de monde. Il se battait pour savoir qui jouerait en dernier, qui aurait le plus de temps de scène, même qui aurait le plus d'espace pour les produits. Dérivés. Les balances sont devenues des batailles. Mais ces demandes les plus étranges se sont produites en coulisses. Les membres de l'équipe murmuraient à propos de rituels et d'exigences qui allaient au-delà du comportement normal d'une rockstar. Certaines demandes étaient si bizarres que les salles ont menacé d'annuler des concerts. La vérité sur ce que Dave voulait vraiment en coulisses a été cachée pendant des décennies. Dave Mustaine est né le 13 septembre 1961 à La Mesa, en Californie. Son père, John Mustaine, avait autrefois un bon emploi à la Bank of America. Il a ensuite travaillé pour NCR Corporation, mais tout a changé lorsque l'entreprise est passée des systèmes mécaniques aux systèmes électriques. John a perdu son emploi et leur vie stable s'est rapidement effondrée. Il a commencé à travailler dans des bars, en tenant des caisses enregistreuses. La chute brutale de directeur de banque à employé de bar l'a anéanti. Il a commencé à boire beaucoup et les choses à la maison ont empiré. Dave était le plus jeune enfant. Ses sœurs Michelle, Suzanne et Debbie étaient beaucoup plus âgées. Il se sentait plus comme un étranger qu'un frère. Alors que la consommation d'alcool empirait, la famille a perdu le peu d'argent qui lui restait. La douleur de la pauvreté et la colère de son père étaient que Dave connaissait en grandissant. En 1965, lorsque Dave n'avait que 4 ans, la violence est devenue insupportable. Sa mère, Emily, a demandé le divorce pour protéger ses enfants. Mais cela n'a pas arrêté le danger. John n'arrêtait pas de les retrouver.
Whenever he discovered where they lived, Emily would pack up the family and flee. They moved from one town to the next, living like they were hiding from something terrible. Dave remembered it clearly. He once said, "That would change you. It makes you not trust people." Life felt like a trap, always waiting for the next escape. They ended up in Costa Mesa, living with Dave's aunt, a strict Jehovah's Witness. Emily also became one. From that moment, Dave's life was locked down. He wasn't allowed to celebrate holidays or birthdays. At school, he stood silent during the pledge, while others looked at him like he was strange. He couldn't be friends with kids who weren't from the church. But the church kids lived far away, and none were his age. Dave said later, "My life was ruined from that point onwards until I moved out." He felt like he was always on the outside looking in. Even worse, Dave had already seen things no child should. By age 7, he had watched his father hit his mother and sisters. The violence didn't stop after they ran. They started using fake names to stay hidden. At home, male relatives who were police officers were allowed to beat Dave with belts. Sometimes they even used thick gun belts. Dave was left bruised and afraid, not just of his father, but of the people who were supposed to protect him. The fear dug deep inside him, and it never really went away. Still a child, Dave started stealing bikes. He needed the money. He sold the bikes to help his family, but soon he began selling marijuana too. What started as stealing became dealing, and before long, he was using the drugs himself. All of this while he was still in elementary school. He was trying to survive, trying to feel in control in a life that never gave him any. This was the beginning of a long battle with drugs and anger that would follow him for years. For chaque fois qu'il découvrait où il vivait, Emily emballait les affaires de la famille et s'enfuyait. Il déménageait d'une ville à l'autre, vivant comme s'il se cachait de quelque chose de terrible. Dave s'en souvenait clairement. Il a dit un jour, « Ça vous change, ça vous empêche de faire confiance aux gens. » La vie ressemblait à un piège, attendant toujours la prochaine évasion. Ils ont fini par vivre à Costa Mesa avec la tante de Dave, une témoin de Jéhovah stricte. Emily en est également devenue une. À partir de ce moment, la vie de Dave a été verrouillée. Il n'était pas autorisé à célébrer ni les fêtes ou les anniversaires. À l'école, il restait silencieux pendant le serment d'allégeance, tandis que les autres le regardaient comme s'il était étrange. Il ne pouvait pas être ami avec des enfants qui n'étaient pas de l'Église. Mais les enfants de l'Église vivaient loin, et aucun n'avait son âge. Dave a dit plus tard, « Ma vie a été ruinée à partir de ce moment-là jusqu'à ce que je déménage. » Il avait l'impression d'être toujours à l'extérieur, en train de regarder à l'intérieur. Pire encore, Dave avait déjà vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. À l'âge de 7 ans, il avait vu son père frapper sa mère et ses sœurs. La violence ne s'est pas arrêtée après leur fuite. Ils ont commencé à utiliser de faux noms pour rester cachés. À la maison, les parents masculins qui étaient policiers étaient autorisés à frapper Dave avec des ceintures. Parfois, ils utilisaient même d'épaisses ceintures. De pistolets. Dave était laissé meurtri et effrayé, non seulement par son père, mais aussi par les personnes qui étaient censées le protéger. La peur s'est ancrée profondément en lui, et elle n'est jamais vraiment partie. Encore enfant, Dave a commencé à voler des vélos. Il avait besoin d'argent. Il vendait les vélos pour aider sa famille. Mais bientôt, il a commencé à vendre de la marijuana aussi. Ce qui a commencé comme un vol est devenu du trafic. Et bientôt, il consommait lui-même les drogues. Tout cela alors qu'il était encore à l'école primaire. Il essayait de survivre, essayant de se sentir en contrôle dans une vie qui ne lui en donnait jamais. C'était le début d'une longue bataille contre la drogue et la colère qui le suivrait pendant des années. At just 15 years old, everything exploded. He got into a fight with a teacher and dropped out of high school. He was already using hard drugs like LSD and cocaine. His life had broken apart in so many ways. His father was gone. His mother was doing her best, but religion had closed off the world around him. Dave didn't feel like he belonged anywhere. He was lost, angry, and already heading toward destruction. But he also had music, and that was the one thing that made sense. In 1978, when he was just 17, Dave formed his first real band. They called it Panic.
He played guitar, and the group felt like the start of something big. But after just their second show, disaster struck. The band's drummer and their sound guy died in a car crash. Then another member, Tom Quack, died in a separate crash. Dave couldn't believe what was happening. He began to question if he was meant to make music at all, but he didn't stop. Some songs from Panic would later be reborn in Megadeth. Those years were dark. Dave lived in poverty in Huntington Beach. He dealt drugs just to survive. But even then, he found ways to keep learning guitar. He would trade weed for guitar lessons. He had this burning drive to get better. He played a sharp, Wilder-looking BC Rich guitar that matched his intense style. While drugs pulled him down, music pulled him up. The skills he gained during those rough times would one day make him a metal legend. Something even stranger happened during that time. His own sister introduced him to black magic. Faire. À seulement 15 ans, tout a explosé. Il s'est battu avec un professeur et a abandonné le lycée. Il consommait déjà des drogues dures comme le LSD et la cocaïne. Sa vie s'était brisée de tant de façons. Son père était parti. Sa mère faisait de son mieux, mais la religion avait fermé le monde autour de lui. Dave n'avait pas l'impression d'appartenir à aucun endroit. Il était perdu, en colère et se dirigeait déjà vers la destruction. Mais il avait aussi la musique, et c'était la seule chose qui avait du sens. En 1978, alors qu'il n'avait que 17 ans, Dave a formé son premier vrai groupe. Ils l'ont appelé Panic. Il jouait de la guitare, et le groupe donnait l'impression d'être le début de quelque chose de grand. Mais après seulement leur deuxième spectacle, la catastrophe a frappé. Le batteur du groupe et leur ingénieur du son sont morts dans un accident de voiture. Puis un autre membre, Tom Quack, est mort dans un accident séparé. Dave n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il a commencé à se demander s'il était destiné à faire de la musique. Mais il ne s'est pas arrêté. Certaines chansons de Panic renaîtraient plus tard dans Megadeth. Ces années ont été sombres. Dave vivait dans la pauvreté à Huntington Beach. Il vendait de la drogue juste pour survivre. Mais même alors, il a trouvé des moyens de continuer à apprendre la guitare. Il échangeait de l'herbe contre des cours de guitare. Il avait cette envie brûlante de s'améliorer. Il jouait une guitare BC Rich pointue et d'aspect sauvage qui correspondait à son style intense. Alors que les drogues le tiraient vers le bas, la musique le tirait vers le haut. Les compétences qu'il a acquises pendant ces moments difficiles feraient un jour de lui une légende du métal. Quelque chose d'encore plus étrange s'est produit pendant cette période. Sa propre sœur l'a initié à la magie noire. It wasn't just something he read about. He actually practiced spells and curses. He said later that he truly believed those spells ruined his life. For years, he refused to play songs like The Conjuring because he believed they still carried dark power. These moments haunted him deeply, and they shaped the dark edge in his music. By 1980, Dave was 19 and ready to chase music full-time. He moved to Hollywood and dived into the underground metal scene. He lived in rundown apartments and played at legendary clubs like the Whiskey A Go. He was determined to make it, and soon all that effort paid off. In 1981, he saw an ad in a newspaper from a drummer named Lars Ulrich. Metallica was looking for a lead guitarist. Dave didn't audition, he just showed up, started tuning his guitar, and told them they better decide fast. They gave him the job just like that. He was 20 years old and had just quit Panic to join this brand new band. It felt like the start of everything. During rehearsals, Dave brought wild energy. He helped write key tracks like The Mechanics and Jump in the Fire. His guitar work was loud and fast. It was the backbone of what would become Metallica's first album. But behind the scenes, the problems started piling up. Dave drank too much. He drank more than anyone in the band. When he got drunk, he wasn't just loud, he got violent. One time, he poured beer all over a bandmate's gear just to prove a point. He once said, "If someone refuted me, that was war, baby." The band couldn't take much more of his outbursts. By 1982, things got even worse on tour. Dave missed rehearsals. He got into fights. FRC n'était pas seulement quelque chose qu'il avait lu.
il pratiquait réellement des sorts et des malédictions. Il a dit plus tard qu'il croyait vraiment que ces sorts avaient ruiné sa vie. Pendant des années, il a refusé de jouer des chansons comme The Conjuring parce qu'il croyait qu'elles portaient encore une puissance sombre. Ces moments l'ont profondément hanté et ils ont façonné le côté sombre de sa musique. En 1980, Dave avait 19 ans et était prêt à se consacrer à la musique à plein temps. Il a déménagé à Hollywood et a plongé dans la scène métal underground. Il vivait dans des appartements délabrés et jouait dans des clubs légendaires comme le Whiskey A Go. Il était déterminé à réussir et bientôt, tous ses efforts ont porté leurs fruits. En 1941, il a vu une annonce dans un journal d'un batteur nommé Lars Ulrich. Metallica cherchait un guitariste principal. Dave n'a pas auditionné. Il s'est simplement présenté, a commencé à accorder sa guitare et leur a dit qu'il ferait mieux de se décider rapidement. Ils lui ont donné le travail sur le champ. Il avait 20 ans et venait de quitter Panic pour rejoindre ce tout nouveau groupe. On avait l'impression que c'était le début de tout. Pendant les répétitions, Dave apportait une énergie folle. Il a aidé à écrire des morceaux clés comme The Mechanics et Jump in the Fire. Son jeu de guitare était fort et rapide. C'était l'épine dorsale de ce qui allait devenir le premier album de Metallica. Mais en coulisses, les problèmes ont commencé à s'accumuler. Dave buvait trop. Il buvait plus que quiconque dans le groupe. Quand il était ivre, il n'était pas seulement bruyant, il devenait violent. Une fois, il a versé de la bière sur tout le matériel d'un de ses camarades de groupe juste pour prouver quelque chose. Il a dit un jour, « Si quelqu'un me réfutait, c'était la guerre, bébé. » Le groupe ne pouvait plus supporter ses accès de colère. En 1982, les choses ont empiré en tournée. Dave manquait des répétitions. Il se battait. One night, he nearly crashed the band's van while driving drunk. He even got into a fight with James Hetfield over a dog. The chaos was non-stop. Everyone was drinking, but Dave was on another level. He was dangerous to be around. Then came the day everything ended. On April 11, 1983, at 9 in the morning, Dave was woken up in a New York hotel. Lars, James, and Cliff Burton told him he was out of the band. They had already replaced him with Kirk Hammett 10 days earlier. Dave was stunned. He thought things were fine. When he asked about flying home, they gave him a Greyhound bus ticket instead. No goodbye, no second chance, just a lonely 4-day ride back to California. The reason wasn't just the drinking. It was what he became after drinking. Dave was violent. He admitted it later. He didn't just party, he exploded. He said, I would drink and have fun until someone would refute something I had said, and then that was war, baby. While others got loud or silly, Dave got dangerous. That morning the band was done with it, so they put him on a Greyhound bus and sent him back to Los Angeles alone. On that long, painful ride, Dave found a political flyer from Senator Alan Cranston. One line hit him like a punch. The arsenal of me death can't be rid no matter what the peace treaties come to. That line gave him a name, a purpose. He wasn't going to disappear. He was going to come back louder and harder as Megadeth. In early 1985, Megadeth got their first shot. Combat Records gave them $8,000 to make their debut album. FR une nuit, il a failli écraser la camionnette du groupe en conduisant en état d'ébriété. Il s'était même battu avec James Hetfield à propos d'un chien. Le chaos était incessant. Tout le monde buvait, mais Dave était à un autre niveau. Il était dangereux de l'approcher. Puis vint le jour où tout a pris fin. Le 11 avril 1983, à 9 h du matin, Dave a été réveillé dans un hôtel de New York. Lars, James et Cliff Burton lui ont dit qu'il était viré du groupe. Ils l'avaient déjà remplacé par Kirk Hammett 10 jours plus tôt. Dave était stupéfait. Il pensait que tout allait bien. Quand il a demandé à rentrer en avion, ils lui ont donné un billet de bus Greyhound à la place. Pas d'au revoir, pas de seconde chance. Juste un trajet solitaire de 4 jours pour rentrer en Californie. La raison n'était pas seulement la boisson, c'était ce qu'il devenait après avoir bu. Dave était violent. Il l'a admis plus tard. Il ne faisait pas que faire la fête. Il l'explosait. Il a dit « Je buvais et je m'amusais jusqu'à ce que quelqu'un réfute quelque chose que j'avais dit
Et alors, c'était la guerre, bébé. Alors que les autres devenaient bruyants ou stupides, Dave devenait dangereux. Ce matin-là, le groupe en avait assez. Alors, ils l'ont mis dans un bus Greyhound et l'ont renvoyé seul à Los Angeles. Pendant ce long et douloureux trajet, Dave a trouvé un prospectus politique du sénateur Alan Cranston. Une ligne l'a frappé comme un coup de poing. L'arsenal de ma mort ne peut pas être supprimé, quels que soient les traités de paix conclus. Cette ligne lui a donné un nom, un but. Il n'allait pas disparaître, il allait revenir plus fort et plus fort sous le nom de Megadeth. Au début de 1985, Megadeth a eu sa première chance. Combat Records leur a donné 8 000 $ pour faire leur premier album. But Dave and his band were still deep in chaos. They blew half the money, $4,000 on drugs, alcohol, and food, before they even recorded a note. With the budget already falling apart, they had to fire their producer and do everything themselves. What they ended up with was rough and raw, but that sound, that sharp edge, helped define early thrash metal. That album, Killing Is My Business and Business Is Good, came out on June 12, 1985. It even featured Mechanics, a track Dave had originally written while in Metallica. The whole album screamed one message. He wasn't done yet, but behind all that noise was something darker. In 1984, while building Megadeth, Dave nearly died from a heroin overdose. He blacked out for days, and yet somehow in the middle of all that, he kept writing and recording. It was like he couldn't stop. The drugs had him, but so did the music. He wouldn't get clean for another 11 years. From 1984 to 1995, Dave was addicted and still building a legacy. Every early Megadeth song, every demo, every album was born while he was fighting death from the inside. Between 1983 and 1985, during Megadeth's first tours, Dave's behavior became even more unpredictable. He was using heroin and cocaine. On stage, he would smash guitars, scream about Metallica, and lose control in front of stunned fans. It wasn't an act. These were real breakdowns happening live. The chaos made people watch, and the fans called him the angry underdog of thrash. Band members came and went. No one could keep up with the storm that was Dave Mustaine. Songs like Set the World Afire were his way of hitting back at Metallica. Rage turned into music. In September 1986, everything changed. Formais Dave et son groupe étaient toujours plongés dans le chaos. Ils ont dépensé la moitié de l'argent, 4 000 $, en drogue, en alcool et en nourriture avant même d'avoir enregistré une note. Le budget étant déjà en train de s'effondrer, ils ont dû virer leurs producteurs et tout faire eux-mêmes. Ce qu'ils ont fini par faire était brut et cru. Mais ce côté tranchant, a contribué à définir les débuts du thrash metal. Cet album, Killing Is My Business and Business Is Good, est sorti le 12 juin 1945. Il comprenait même Mechanics, un morceau que Dave avait initialement écrit alors qu'il était dans Metallica. Tout l'album criait un message. Il n'avait pas encore fini. Mais derrière tout ce bruit se cachait quelque chose de plus sombre. En 1944, alors qu'il construisait Megadeth, Dave a failli mourir d'une overdose d'héroïne. Il s'est évanoui pendant des jours. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, il a continué à écrire et à enregistrer. C'était comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. Les drogues l'avaient. Mais la musique aussi. Il ne se désintoxiquerait pas avant 11 ans. De 1944 à 1945, Dave était toxicomane et continuait à construire un héritage. Chaque chanson des débuts, de Megadeth, chaque démo, chaque album est né alors qu'il luttait contre la mort de l'intérieur. Entre 1943 et 1945, lors des premières tournées de Megadeth, le comportement de Dave est devenu encore plus imprévisible. Il consommait de l'héroïne et de la cocaïne. Sur scène, il cassait des guitares, criait après Metallica et perdait le contrôle devant des fans stupéfaits. Ce n'était pas un acte, ce sont de véritables crises qui se produisaient en direct. Le chaos a attiré l'attention et les fans l'ont surnommé « l'outsider en colère du thrash ». Les membres du groupe allaient et venaient. Personne ne pouvait suivre la tempête qu'était Dave Mustaine. Des chansons comme Set the World Afire étaient et c'est sa façon de se venger de Metallica.
La rage s'est transformée en musique. En septembre 1986, tout a changé. Capitol Records signed Meat Death and released Peace Sells. But who's buying? On September 19th, that album's title track didn't just become a hit. It became the voice of a generation. MTV even used its bass line for their news intro, which brought Meat Death into millions of homes. The album reached number 76 on the Billboard 200 and eventually sold over 600,000 copies in the US. But while the band was rising, Dave was still falling. Director Penelope Spheris said he was so out of it during music video shoots that he couldn't sing and play at the same time. Even while opening for legends like Motorhead and Iron Maiden, his addiction kept dragging him closer to disaster. Then came So Far So Good, So What in 1988. It featured one of Dave's most emotional songs ever, In My Darkest Hour. Written after Cliff Burton, his old bandmate from Metallica, died in a tragic bus crash. The album sold over 380,000 copies, but the tour that followed fell apart fast. Dave's drug problems were worse than ever. Gigs were cancelled. He fired drummer Chuck Baylor and guitarist Jeff Young in 1989. The band was barely holding together. Fans were angry, promoters were frustrated, and Dave was crumbling. This was the lowest point yet. Then in March 1989, he crashed. Police arrested him for impaired driving. He had at least 7 drugs in his system: heroin, cocaine, alcohol, Valium, and more. It wasn't just another night gone wrong. It was a full-stop moment. That arrest scared Dave enough to accept his first rehab. It would be the first of 15 over his life. He was forced to fire everyone around him and start over while still sick from withdrawal. But somehow, through that darkness, he was about to create a masterpiece. For Capitol Records et Cinémide Death et a sorti Peace Sells. Mais qui achète? Le 19 septembre, le titre de cet album n'est pas seulement devenu un succès. Il est devenu la voix d'une génération. MTV a même utilisé sa ligne de basse pour l'introduction de ses actualités, ce qui a fait entrer Meat Death dans des millions de foyers. L'album a atteint la 66e place du Billboard 200 et s'est finalement vendu à plus de 600 000 exemplaires aux États-Unis. Mais alors que le groupe était en pleine ascension, Dave était toujours en train de chuter. La réalisatrice Penelope Spheris a déclaré qu'il était tellement défoncé pendant les tournages de clips vidéo qu'il ne pouvait pas chanter et jouer en même temps. Même en faisant la première partie de légendes comme Motorhead et Iron Maiden, sa dépendance le rapprochait de plus en plus de la catastrophe. Puis vint So Far So Good, So What en 1988. Il contenait l'une des chansons les plus émouvantes de Dave, In My Darkest Hour. Écrite après la mort de Cliff Burton, son ancien camarade de groupe de Metallica dans un tragique accident de bus. L'album s'est vendu à plus de 380 000 exemplaires, mais la tournée qui a suivi s'est rapidement effondrée. Les problèmes de drogue de Dave étaient pires que jamais. Des concerts ont été annulés. Il a viré le batteur Chuck Baylor et le guitariste Jeff Young en 1989. Le groupe tenait à peine le coup. Les fans étaient en colère. Les promoteurs étaient frustrés. Et Dave s'effondrait. C'était le point le plus bas jusqu'à présent. Puis, en mars 1959, il s'est effondré. La police l'a arrêté pour conduite avec faculté affaiblie. Il avait au moins 7 drogues dans son organisme: héroïne, cocaïne, alcool, Valium et plus encore. Ce n'était pas seulement une autre nuit qui avait mal tourné. C'était un moment d'arrêt complet. Cette arrestation a suffisamment effrayé Dave pour qu'il accepte sa première cure de désintoxication. Ce serait la première de 15 au cours de sa vie. Il a été forcé de virer tous ceux qui l'entouraient et de recommencer à zéro alors qu'il était encore malade du sevrage. Mais d'une manière ou d'une autre, à travers cette obscurité, il était sur le point de créer un chef-d'œuvre. In September 1990, Meat Death released Rust in Peace. It was everything Dave had dreamed of. Tight, technical, powerful. The album sold over 1 million copies in the US and earned a Grammy nomination. It reached number 23 on the Billboard 200 and even climbed to number 8 in the UK. Holy Wars, The Punishment Due, and Tornado of Souls weren't just songs.
They were proof that thrash metal could be smart, precise, and massive. Marty Friedman's solo in Tornado of Souls is still called one of the greatest ever recorded. Rolling Stone later named Rust in Peace the 19th greatest metal album of all time. Dave had done it. He had survived and changed the genre. From late 1990 into 1991, Megadeth joined the Clash of the Titans tour with Slayer, Anthrax, and Testament. It was huge. They played arenas like Madison Square Garden and the San Diego Sports Arena. But backstage, it wasn't smooth. Dave's ego clashed with everyone. Fights broke out over who played last, who got the most stage time, and even who got more room for merch. Dave wanted headliner treatment even when Slayer was pulling bigger crowds. He fought over sound checks and set lists. Despite all that tension, the tour was a giant success. Thrash metal had arrived on the main stage, but Dave's reputation as hard to work with would follow him for years. That was only the beginning. His battle with addiction wasn't over. In 1993, things went beyond scary. Dave overdosed so badly that he literally died, clinically dead. No pulse, no breath. Doctors brought him back, but he still couldn't let go of the drugs. He once said, if you wanted to be great, you had to shoot heroin. And that mindset nearly killed him more than once. For un. Septembre 1990, Megadeth est sorti Rust in Peace. C'était tout ce dont Dave avait rêvé. Serré, technique, puissant. L'album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis et a été nominé aux Grammy Awards. Il a atteint la 23e place du Billboard 200 et a même grimpé à la 8e place au Royaume-Uni. Holy Wars, The Punishment, Use et Tornado of Souls n'étaient pas que des chansons. Elles étaient ça, et c'est la preuve que le thrash metal pouvait être intelligent, précis et massif. Le solo de Marty Friedman dans Tornado of Souls est toujours considéré comme l'un des plus grands jamais enregistrés. Rolling Stone a ensuite désigné Rust in Peace comme le 19e plus grand album de métal de tous les temps. Dave l'avait fait. Il avait survécu et changé le genre. De la fin de 1990 à 1991, Megadeth a rejoint la tournée Clash of the Titans avec Slayer, Anthrax et Testament. C'était énorme. Ils ont joué dans des arènes comme le Madison Square Garden et la San Diego Sports Arena. Mais en coulisses, ce n'était pas si facile. L'ego de Dave s'est heurté à tout le monde. Des bagarres ont éclaté pour savoir qui jouerait en dernier, qui aurait le plus de temps de scène et même qui aurait le plus de place pour les produits dérivés. Dave voulait un traitement de tête d'affiche, même lorsque Slayer attirait plus de monde. Il s'est battu pour les balances et les setlists. Malgré toute cette tension, la tournée a été un énorme succès. Le thrash metal était arrivé sur la scène principale, mais la réputation de Dave en tant que personne difficile à travailler suivrait pendant des années. Ce n'était que le début. Sa bataille contre la dépendance n'était pas un pas terminé. En 1993, les choses sont devenues plus qu'effrayantes. Dave a fait une telle overdose qu'il est littéralement mort, cliniquement mort. Plus de pouls, plus de respiration. Les médecins l'ont ramené à la vie, mais il n'arrivait toujours pas à se débarrasser des drogues. Il a dit un jour, « Si tu voulais être génial, tu devais te shooter à l'héroïne. » Et cet état d'esprit a failli le tuer plus d'une fois. By the end of the decade, he had gone to rehab 15 different times. 15. And yet through all of it, in July 1992, Megadeth released Countdown to Extinction. It debuted at number 2, selling 128,000 copies in the first week. Only Billy Ray Cyrus kept them from number 1. 2 years later, it went double platinum. But behind that success, tensions were boiling. Marty Friedman had been a key part of Megadeth since 1990. But by 1999, Dave fired him. It wasn't just about the music anymore. Dave wanted total control, even if it meant tearing the band apart. While the world saw Megadeth climbing the charts, Dave's personal life was crumbling. He married Pamela Castleberry in April 1991. Their son, Justice, was born in February 1992. They lived in a $1.22 million house with vineyards and a studio in the pool house.
but none of it could fix what was broken inside him. By 2006, he filed for divorce after 15 years of marriage. His addiction had wrecked his family just as badly as it had wrecked the band. In 1994, Euthanasia brought more success. The tour was huge. They had bands like Korn and Fear Factory opening for them. Europe loved them, but Dave was falling again. He relapsed during the tour. Sometimes he forgot lyrics mid-P performance. Sometimes he acted aggressive or confused on stage. It all came to a head in 1995 when they played Monsters of Rock with Ozzy Osbourne and Alice Cooper. On the surface, they were rock gods, but deep down, everyone close to Dave knew something was very wrong. By 1997, things got worse with cryptic writings. Mead tried to go radio-friendly, and fans hated it. The album didn't sound like Meat Death anymore. À la fin de la décennie, il était allé en cure de désintoxication 15 fois différentes. 15. Et pourtant, malgré tout cela, en juillet 1992, Meat Death a sorti Countdown to Extinction. Il a fait ses débuts à la 2e place, se vendant à 128 000 exemplaires la première semaine. Seul Billy Ray Cyrus les a empêchés d'atteindre la première place. 2 ans plus tard, il est devenu double disque de platine. Mais derrière ce succès, les tensions étaient à vif. Marty Friedman était un élément clé de Megadeth depuis 1990, mais en 1999, Dave l'a viré. Il ne s'agissait plus seulement de musique. Dave voulait un contrôle total, même si cela signifiait déchirer le groupe. Alors que le monde voyait Megadeth grimper dans les charts, la vie personnelle de Dave s'effondrait. Il a épousé Pamela Castleberry en avril 1991. Leur fils, Justice, est né en février 1992. Il vivait dans une maison de 1,2 million de dollars, avec des vignes et un studio dans le Pool House. Mais rien de tout cela ne pouvait réparer ce qui était brisé à l'intérieur de lui. En 2006, il a demandé le divorce après 15 ans de mariage. Sa dépendance avait détruit sa famille aussi gravement qu'elle avait détruit le groupe. En 1995, Euthanasia a apporté plus de succès. La tournée était énorme. Ils ont eu des groupes comme Korn et Fear Factory qui ont fait leur première partie. L'Europe les a adorés. Mais Dave retombait. Il a rechuté pendant la tournée. Parfois, il oubliait les paroles au milieu d'une performance. Parfois, il agissait de manière agressive ou confuse sur scène. Tout cela a culminé en 1995 lorsqu'ils ont joué à Monsters of Rock avec Ozzy Osbourne et Alice Cooper. En apparence, ils étaient des dieux du rock. Mais au fond, tous ceux qui étaient proches de Dave savaient que quelque chose n'allait pas. En 1997, les choses ont empiré avec des écrits énigmatiques. Mead a essayé de devenir plus radio-friendly, et les fans ont détesté ça. L'album ne ressemblait plus à Meat Death. It sounded like someone trying to get on the charts. Hardcore fans accused Dave of selling out. On top of that, band members were fighting over royalties. Legal battles exploded. His voice had even changed. It didn't fit the music anymore. That album was a low point, and it would take years to come back from it. Then came 2002, and everything stopped. While in a Texas rehab center, Dave passed out in a chair. His arm was hanging over the backrest, and it stayed there for hours. When he woke up, his left arm was numb. The nerves were crushed. Doctors told him he'd probably never play guitar again. For a man whose whole life was music, that was the end. Or so it seemed. But Dave didn't give up. He left rehab and went to Arizona, where a doctor started aggressive therapy. For 13 months, he fought to get his arm back. Slowly, painfully, it worked. That same year, something else changed. Dave found God. He looked up at a cross and said, "What have I got to lose?" That moment turned him into a born-again Christian. He even refused to tour with bands he thought were satanic. His faith gave him a kind of peace he hadn't known before. In April 2002, Dave officially ended Megadeth. The band was done, but what he didn't say publicly was that he was glad. The band had become toxic. He couldn't stand being around them. Everyone had their own problems. The injury gave him a way out. Affaron aurait dit que quelqu'un essayait d'entrer dans les charts.
Les fans hardcore ont accusé Dave de s'être vendu. De plus, les membres du groupe se battaient pour les droits d'auteur. Des batailles juridiques ont éclaté. Sa voix avait même changé. Elle ne correspondait plus à la musique. Cet album a été un point bas, et il faudrait des années pour s'en remettre. Puis est venu 2002 et tout s'est arrêté. Alors qu'il se trouvait dans un centre de désintoxication au Texas, Dave s'est évanoui dans une chaise. Son bras était suspendu au-dessus du dossier et il y est resté pendant des heures. Quand il s'est réveillé, son bras gauche était engourdi. Les nerfs étaient écrasés. Les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait probablement plus jamais jouer de la guitare. Pour un homme dont toute la vie était la musique, c'était la fin. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais Dave n'a pas abandonné. Il a quitté la cure de désintoxication et s'est rendu en Arizona où un médecin a commencé une thérapie agressive. Pendant 13 mois, il s'est battu pour récupérer son bras. Lentement, douloureusement, cela a fonctionné. La même année, quelque chose d'autre a changé. Dave a trouvé Dieu. Il a regardé une croix et a dit « Qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Ce moment l'a transformé en un chrétien né de nouveau. Il a même refusé de tourner avec des groupes qu'il pensait être sataniques. Sa foi lui a donné une sorte de paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. En avril 2002, Dave a officiellement mis fin à Megadeth. Le groupe était terminé. Mais ce qu'il n'a pas dit publiquement, c'est qu'il était content. Le groupe était devenu toxique. Il ne supportait pas d'être avec eux. Tout le monde avait ses propres problèmes. La blessure lui a donné une issue. But 2 years later, something unexpected happened. His arm had healed. He started working on a solo album, but it felt like Megadeth. So, in 2004, the band came back to life, but not everyone was invited back. David Ellefson, his longtime friend and bassist, wasn't part of it. That same year, Ellefson filed a lawsuit for $18.5 million. He said Dave cheated him out of money and ownership. The fight got ugly fast. Ellefson accused Dave of being a manipulative addict. Dave fired back online, calling it extortion. A judge threw the whole case out in 2005 and even made Ellefson pay the court fees. Dave said Ellefson got his ass handed to him in public, and just like that, one of rock's longest friendships was gone. In 2007, Dave Mustaine made a loud comeback with an album called United Abominations. It wasn't just a return to thrash metal. It hit number 8 on the Billboard 200, the highest Megadeth had reached since 1994. Guitar World called it the best metal album of the year. But the lyrics caused a storm. Mustaine had strong political views, and he didn't hide them. The album talked about the Iraq War and took aim at President Bush. Fans were shocked, especially when Mustaine later supported Rick Santorum, a Republican, in 2012. Many of Megadeth's fans leaned left, and this move divided them. But Mustaine didn't care. He used heavy metal to speak his mind, even if it cost him fans. Most of the band was new, but the music felt fresh and fierce, like a rebirth. Then in 2010, something happened that nobody thought they'd see. The Big Four of thrash stood on the same stage in Poland in front of 88,000 screaming fans. Mustaine sat with Lars Ulrich, the same man who had fired him from Metallica in 1983. They had dinner, they talked, and Mustaine called it one of the best days of his life. Faire mais 2 ans plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Son bras avait guéri. Il a commencé à travailler sur un album solo, mais il ressemblait à du Megadeth. Ainsi, en 2004, le groupe SVE est revenu à la vie. Mais tout le monde n'a pas été invité à revenir. David Ellefson, son ami de longue date et bassiste, n'en faisait pas partie. La même année, Ellefson a intenté une action en justice pour 18,5 millions de dollars. Il a dit que Dave l'avait escroqué de son argent et de sa propriété. La bagarre a vite dégénéré. Ellefson a accusé Dave d'être un toxicomane manipulateur. Dave a riposté en ligne, qualifiant cela d'extorsion. Un juge a rejeté toute l'affaire en 2005 et a même fait payer les frais de justice à Ellefson. Dave a dit qu'Ellefson s'était fait botter le cul en public. Et juste comme ça, l'une des plus longues amitiés du rock était partie.
En 2007, Dave Mustaine a fait un retour en force avec un album intitulé United Abominations. Ce n'était pas seulement un retour au thrash metal. Il a atteint la 8e place du Billboard 200, la position la plus élevée que Megadeth ait atteinte depuis 1994. Guitar World l'a qualifié de meilleur album de métal de l'année. Mais les paroles ont provoqué une tempête. Mustaine avait des opinions politiques fortes et il ne les cachait pas. L'album parlait de la guerre en Irak et prenait pour cible le président Bush. Les fans ont été choqués, surtout lorsque Mustaine a ensuite soutenu Rick Santorum, un républicain, en 2012. De nombreux fans de Megadeth penchaient à gauche et cette décision les a divisés. Mais Mustaine s'en fichait. Il utilisait le heavy metal pour exprimer ses opinions, même si cela lui coûtait des fans. La plupart des membres du groupe étaient nouveaux, mais la musique était fraîche et féroce, comme une renaissance. Puis, en 2010, quelque chose s'est produit que personne ne pensait voir. Les 4 grands du thrash se sont tenus sur la même scène en Pologne devant 88 000 fans hurlant. Mustaine était assis avec Lars Ulrich, le même homme qui l'avait viré de Metallica en 1983. Ils ont dîné, ils ont parlé, et Mustaine a qualifié cela de l'un des meilleurs jours de sa vie. His faith had softened him since he became a Christian in 2002. But the peace didn't last. In later interviews, he kept hinting that he deserved more credit for Metallica's success. He said fans were missing out on Megadeth and that he was the only one who had played in both bands. It felt like the old pain was still there, just under the surface. In 2012, Mustaine surprised people again. He walked up to a winery in San Diego and asked to make his own wine. He called it Symphony Interrupted, and the first 59 cases sold out in less than 72 hours at $40 each. He and his wife Pam were deeply involved. They didn't just lend their name, they helped blend and bottle it. That same year, his guitar business exploded too. In 2021, he signed a huge deal with Gibson that included Epohony and Kramer guitars. It was more than just branding. He joined Gibson's Artist Alliance and called it a dream come true. By now, Mustaine was no longer just a metal frontman. He was building a real empire with smart business moves outside of music. For years, he had chased the Grammy, but never won. Between the 1990s and 2010s, Megadeth got 12 Grammy nominations and lost every time. Then in 2017, it finally happened. Their album Dystopia won Best Metal Performance, but the moment was bittersweet. As Mustaine walked to the stage, the house band played Metallica's Master of Puppets. He didn't notice at first, but later he watched the clip and called it the worst version he'd ever heard. That album wasn't just music. It was his comeback. He had suffered nerve damage in his arm in the early 2000s that almost ended his career, but he fought through it. The Grammy wasn't just a trophy. It was proof that he had survived and thrived. Then came something even harder. In June 2019, at the age of 58, Mustaine found out he had throat cancer. Force sa foi l'avait adouci depuis qu'il était devenu chrétien en 2002. Mais la paix n'a pas duré. Dans des interviews ultérieures, il n'a cessé de laisser entendre qu'il méritait plus de crédit pour le succès de Metallica. Il a dit que les fans passaient à côté de Megadeth et qu'il était le seul à avoir joué dans les 2 groupes. On avait l'impression que l'ancienne douleur était toujours là, juste sous la surface. En 2012, Mustaine a de nouveau surpris les gens. Il s'est présenté dans une cave à vin à San Diego et a demandé à faire son propre vin. Il l'a appelé Symphony Interrupted et les 59 premières caisses se sont vendues en moins de 72 heures à $40 l'unité. Lui et sa femme, Pam, étaient très impliqués. Ils n'ont pas seulement prêté leur nom, ils ont aidé à l'assembler et à l'embouteiller. La même année, son entreprise de guitare a également explosé. En 2021, il a signé un énorme contrat avec Gibson, qui comprenait les guitares Epiphone et Kramer. C'était plus qu'un simple marquage. Il a rejoint l'Alliance des artistes de Gibson et a qualifié cela d'un rêve devenu réalité. À présent, Mustaine n'était plus seulement un leader du métal. Il construisait un véritable empire avec des décisions commerciales intelligentes en dehors de la musique. Pendant des années, il a couru après le Grammy.
mais ne l'a jamais gagné. Entre les années 1990 et 2010, Meade Death a obtenu 12 nominations aux Grammy Awards et a perdu à chaque fois. Puis, en 2017, c'est finalement arrivé. Leur album Dystopia a remporté le prix de la meilleure performance métal, mais le moment était doux amer. Alors que Mustaine montait sur scène, le groupe de la salle a joué Master of Puppets de Metallica. Il ne l'a pas remarqué au début, mais plus tard, il a regardé le clip et l'a qualifié de la pire version qu'il ait jamais entendue. Cet album n'était pas que de la musique. C'était ton retour. Il avait subi des lésions nerveuses au bras au début des années 2000 qui ont failli mettre fin à sa carrière, mais il s'est battu pour s'en sortir. Le Grammy n'était pas qu'un trophée, c'était la preuve qu'il avait survécu et prospéré. Puis est venu quelque chose d'encore plus difficile. En juin 2019, à l'âge de 58 ans, Mustaine a découvert qu'il avait un cancer de la gorge. Megadeth canceled their tour. He went through 51 radiation treatments and 9 rounds of chemotherapy. He didn't hide it from fans. He told them plainly, "I have cancer." And instead of breaking down, he got angry. He prayed, thought about his fans, and kept pushing. By October 16, 2019, doctors told him he was 100% cancer-free. Just 3 months later, in January 2020, he stood on stage again in Finland. After everything, addiction, injuries, and now cancer, he was still here, still performing. Fans saw not just a musician, but a survivor. His personal life had seen storms too. He married Pamela in 1991, and they had 2 children, Justice in 1992 and Electra in 1998. But his struggles with drugs affected his family deeply. In 2002, after a kidney stone surgery, he relapsed due to the pain medication. He checked himself into rehab in Texas. Around that time, his faith grew stronger, and he became a Christian. That shift helped bring some peace to his family life. By 2014, they were living together in Nashville, and somehow after everything, the marriage lasted, but the Metallica wounds never fully healed. He had been fired from the band in 1983, and that pain stayed with him for decades. In 2004, when Metallica filmed their documentary, Some Kind of Monster, Mustaine agreed to be interviewed. He spent 3 hours talking with Lars Ulrich, but only 5 minutes of that made it into the movie. Mustaine was furious. He said the best parts were cut out, especially the moment Lars walked off crying. Mustaine felt betrayed. He had signed papers that promised he could approve the final footage, but Metallica ignored his request. It took until 2011 before they finally shared a stage again. Even then, the past still lingered. Long before the fame, Mustaine's life was shaped by pain. He was born in September 1961 in La Mesa, California. His father was violent and alcoholic. His parents divorced when he was young, but the abuse didn't stop. Megadeth a annulé sa tournée. Il a subi 51 traitements de radiothérapie et 9 cycles de chimiothérapie. Il ne l'a pas caché à ses fans. Il leur a dit clairement « J'ai le cancer ». Et au lieu de s'effondrer, il s'est mis en colère. Il a prié, a pensé à ses fans et a continué à pousser. Le 16 octobre 2019, les médecins lui ont dit qu'il était à 100% sans cancer. À peine 3 mois plus tard, en janvier 2020, il était de nouveau sur scène en Finlande. Après tout, la dépendance, les blessures et maintenant le cancer, il était toujours là, toujours en train de se produire. Les fans ont vu non seulement un musicien, mais aussi un survivant. Sa vie personnelle avait également connu des tempêtes. Il a épousé Pamela en 1991 et ils ont eu 2 enfants, Justice en 1992 et Electra en 1998. Mais ses luttes contre la drogue ont profondément affecté sa famille. En 2002, après une opération des calculs rénaux, il a rechuté à cause des analgésiques. Il s'est fait interner dans un centre de désintoxication au Texas. À cette époque, sa foi s'est renforcée et il est devenu chrétien. Ce changement a contribué à apporter un peu de paix à sa vie de famille. En 2014, ils vivaient ensemble à Nashville et d'une manière ou d'une autre, après tout, le mariage a duré.
Mais les blessures de Metallica ne se sont jamais complètement cicatrisées. Il avait été viré du groupe en 1983 et cette douleur l'a accompagné pendant des décennies. En 2004, lorsque Metallica a filmé son documentaire Some Kind of Monster, Mustaine a accepté d'être interviewé. Il a passé 3 heures à parler avec Lars Ulrich, mais seulement 5 minutes ont été utilisées dans le film. Mustaine était furieux. Il a dit que les meilleures parties avaient été coupées, en particulier le moment où Lars est parti en pleurant. Mustaine s'est senti trahi. Il avait signé des papiers qui promettaient qu'il pourrait approuver les images de finale, mais Metallica a ignoré sa demande. Il a fallu attendre 2011 avant qu'il ne partage enfin à nouveau une scène. Même alors, le passé persistait. Bien avant la célébrité, la vie de Mustaine a été façonnée par la douleur. Il est né en septembre 1961 à La Mesa, en Californie. Son père était violent et alcoolique. Ses parents ont divorcé quand il était jeune, mais les abus n'ont pas cessé. His mother kept moving them to escape, and for a while, they lived with his aunt, a strict Jehovah's Witness. Mustaine has said plainly, "My life was ruined from that point onwards." In 2010, he revealed in his book that a neighbor had sexually abused him when he was a child. These dark memories shaped the fire inside him and became the emotional fuel for Meade's angry music. Mustaine's political views added even more heat. In 2012, during a concert in Singapore, he told the crowd that President Obama had staged mass shootings to push gun control. He pointed to the Aurora movie theater shooting and the Sikh temple attack, claiming they were set-ups. It caused outrage. Fellow musicians slammed him. James Hetfield called him a big mouth. Nikki Sixx called him worse. Even his own fans didn't know what to think. Later, Mustaine said he had learned from the backlash, but the damage was already done. Then, in August 2025, something huge happened. Meade announced they were retiring. After more than 40 years, they were done. A final album was planned along with a farewell tour in 2026. Mustaine, now 61, said he wanted to leave while he was still on top. The band's 2022 album, The Sick, The Dying, and The Dead, had reached number 3 on Billboard and told the story of his cancer fight. It felt like a full-circle moment. But Mustaine being Mustaine, he still demanded perfection. His tours had detailed lighting rules, volume limits, and specific gear setups down to the inch. Nothing was left to chance. He also kept pushing himself physically. In October 2022, at 61 years old, he earned his brown belt in Brazilian Jiu-Jitsu. It took years of training. He had already trained in 9 different fighting styles, including judo, karate, Muay Thai, and boxing. His instructors included legends like Benny the Jet, Urquidez. Even after cancer, Mustaine showed no signs of slowing down, and he didn't forget the fans. In November 2022, he sold 150 pieces of music equipment he had used over 4 decades. Some were guitars he played on stage. Frère sa mère n'arrêtait pas de les déménager pour s'échapper, et pendant un certain temps, ils ont vécu avec sa tante, une témoin de Jéhovah stricte. Mustaine a dit clairement « Ma vie a été ruinée à partir de ce moment-là ». En 2010, il a révélé dans son livre qu'un voisin avait abusé sexuellement de lui lorsqu'il était enfant. Ces sombres souvenirs ont façonné le feu en lui et sont devenus le carburant émotionnel de la musique en colère de Meade. Les opinions politiques de Mustaine ont ajouté encore plus de chaleur. En 2012, lors d'un concert à Singapour, il a déclaré à la foule que le président Obama avait mis en scène des fusillades de masse pour faire pression en faveur du contrôle des armes à feu. Il a souligné la fusillade du cinéma Aurora et l'attaque du temple sikh, affirmant qu'il s'agissait de montage. Cela a provoqué l'indignation. D'autres musiciens l'ont critiqué. James Hetfield l'a qualifié de grande gueule. Nikki Sixx l'a qualifié de pire. Même ses propres fans ne savaient pas quoi penser. Plus tard, Mustaine a déclaré qu'il avait tiré des leçons de la réaction négative, mais le mal était déjà fait. Puis, en août 2025, quelque chose d'énorme s'est produit. Meade a annoncé sa retraite. Après plus de 40 ans, c'était fini. Un dernier album était prévu ainsi qu'une tournée d'adieu en 2026.
Mustaine, aujourd'hui âgé de 61 ans, a déclaré qu'il voulait partir alors qu'il était encore au sommet. L'album du groupe de 2022, The Sick, The Dying and the Dead, avait atteint la 3e place du Billboard et racontait l'histoire de sa lutte contre le cancer. On avait l'impression d'une boucle bouclée. Mais Mustaine étant Mustaine, il exigeait toujours la perfection. Ses tournées avaient des règles d'éclairage détaillées, des limites de volume et des configurations d'équipements spécifiques au pouce près. Rien n'était laissé au hasard. Il a également continué à se pousser physiquement. En octobre 2022, à 61 ans, il a obtenu sa ceinture marron en jiu-jitsu brésilien. Cela a pris des années d'entraînement. Il s'était déjà entraîné dans 9 styles de combat différents, dont le judo, le karaté, le muay thai et la boxe. Ses instructeurs comprenaient des légendes comme Benny the Jet, Urquell. Même après le cancer, Mustaine n'a montré aucun signe de ralentissement et il n'a pas oublié les fans. En novembre 2022, il a vendu 150 pièces d'équipement musical qu'il avait utilisé pendant 4 décennies. Certaines étaient des étaient des guitares qu'il avait utilisées sur scène. Some were prototypes that had never been seen. The money wasn't the point, he said. I owe so much to my fans, I'd rather give it back to them than let it sit and collect dust. This gesture showed a softer side, one that had grown through pain, loss, and survival. FR Certains est un des prototypes qui n'avaient jamais été vus. L'argent n'était pas le but, a-t-il dit. Je dois tellement à mes fans. Je préfère le leur rendre plutôt que de le laisser traîner et prendre la poussière. Ce geste a montré un côté plus doux, un côté qui s'était développé grâce à la douleur, à la perte et à la survie.